Bonjour, je suis Juliette du think tank Connexion et je suis avec Thomas Gesten de Parents Futurs. Donc Thomas, j'ai lu ta Salut récente Juliette. newsletter et je voulais réagir à un sujet que tu as marqué. Donc j'ai lu que 42% des entreprises abandonnent leur projet IA. Sais-tu pourquoi il y en a autant qui abandonnent alors que ça devient quand même assez vital de passer à l'IA? Est-ce que c'est dû à un manque de retour sur investissement, un manque de compétences ou d'anticipation de leur part? Voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'il y a deux façons de regarder cette stat, hein. C'est toujours pareil, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Donc, si on regarde le verre à moitié vide, ouais, 42%, on se dit, oulala, les gens, ils se lancent à fond, ils investissent des budgets, puis en fait, presque la moitié qui abandonne après si peu de temps. Alors, les raisons, bah, c'est celles que tu as dites, hein, à savoir que des gens, ils ont voulu démarrer trop fort, trop vite. Ils s'y sont pris n'importe comment, ils n'avaient pas accès forcément aux bonnes compétences, puis ils se retrouvent à avoir dépensé tout cet argent, puis se rendre compte que ça leur rapporte quasiment rien, ou pas assez, donc ils abandonnent. Ils abandonnent, soit parce qu'ils ne croient plus en l'IA, soit parce qu'en fait, ils comprennent qu'ils s'y sont mal pris, qu'ils sont pris trop tôt, et qu'il faut peut-être prendre plus de recul et mieux réfléchir à ce qu'on va faire. Donc c'est un ensemble de toutes ces raisons. Mais ce qui est sûr, c'est que l'IA, c'est compliqué, il y a plein de modèles, donc il y a des gens qui se sont lancés et puis, il y a 2 ans, on va dire, parce qu'ils voulaient être les premiers, mais ça a tellement progressé que par ailleurs, que eux, le temps qu'ils s'organisent et qu'ils décident de quoi faire, ils se sont lancés avec des technos qui étaient dépassés. Et ils sont. Alors, si ces entreprises-là, malheureusement, alors bien qu'elles aient voulu être pionnières, si elles ne sont pas assez adaptables et flexibles, bah, en fait, le problème, c'est que derrière, elles sont incapables de modifier leur stratégie en cours de route et de réintégrer les toutes dernières avancées de l'IA. Et donc, elle reste avec un plan qui intègre les technos d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Et donc, forcément, ça peut pas être aussi satisfaisant que que les toutes dernières démos qu'on peut voir. Donc après, il y a un décalage qui se crée entre la direction qui voit les toutes dernières démos d'OpenAI et autres sur la voie, et puis en fait les projets lancés en interne avec les technos d'il y a d'1 an et demi, 2 ans. Et donc forcément, ça crée de la frustration. Et puis d'un moment, on peut avoir des décideurs, ceux qui tirent les cordons de la bourse, qui sifflent la fin d'un récré, qui débranchent un projet. C'est tout le sujet, parce que nous, on voit une course effrénée entre les plus grands labos américains qui ont les meilleurs talents du monde. Il y a eu encore quelques anecdotes ces derniers jours avec Meta, c'est-à-dire Facebook, Mark Zuckerberg, qui en fait est mécontent d'accuser un certain retard, qui est tout à fait relatif, et qui veut le rattraper et qui cherche à débaucher à prix d'or les meilleurs ingénieurs de OpenAI et de Google et d'Anthropic AI. Donc tout ça pour te dire que voilà, ces labos-là, ils ont les meilleurs de la crème, et donc ils te sortent des démos qui sont spectaculaires. Puis en bout de chaîne, tu as les entreprises qui rament et qui essaient d'implémenter l'IA parce qu'on leur explique que c'est l'avenir, mais qui n'ont pas forcément accès au talent. Donc ils utilisent les techniques qui ne sont pas forcément les plus récentes, avec on va dire, des ressources qui ne sont pas forcément les meilleurs talents et qui ne sont pas encore assez bien formés. Donc forcément, il y a beaucoup de déconvenus, il y a beaucoup de déceptions, et donc c'est ce qui fait qu'il y en a qui abandonnent. Alors ceci dit, on peut aussi retourner le problème et la stat, et se dire qu'il y a quand même 58% des entreprises qui ont investi qui continuent. Et là, c'est quand même incroyable de se dire que sur l'ensemble de l'économie et l'ensemble des entreprises, alors là, il faut voir dans quel secteur ils avaient fait cette enquête, mais disons que s'ils prennent je serais étonné d'ailleurs que ça concerne l'économie au sens large, parce que si 58% des entreprises dans l'économie au sens large qui ont fait des essais, en fait, persévèrent et continuent, c'est vachement encourageant, parce qu'en réalité, les technos, en temps normal, elles mettent beaucoup plus de temps à se diffuser, hein. Souvent, on fait cette analogie avec la révolution industrielle ou même électrique. On s'aperçoit que il a fallu beaucoup de temps pour que dans les usines qui fonctionnaient encore, on va dire, à la vapeur, hein, héritées de la révolution industrielle, pour qu'on fait, on implémente des moteurs électriques et qu'on repense la configuration de ces usines. Ça a mis des décennies, en fait. Ça a mis beaucoup de temps. Et donc, aujourd'hui, évidemment, tout va plus vite parce que, justement, avec Internet, l'information circule, on est dans un monde bien plus globalisé, etc. Mais quand même, voilà, on ne peut pas s'attendre à ce que
en quelques années, après l'irruption au grand jour de ChatGPT, eh bien, le monde entier, tout de suite, sache utiliser ces technos de la meilleure des façons. C'est quelque part, forcément, nous, parce qu'on est le nez dedans, on est en plein dedans, on trouve ça trop lent, mais à l'échelle de l'histoire, si ça prend 10 ans, ça ne sera rien quoi, pour se généraliser. Ce serait déjà dingue. Dans l'histoire de la diffusion de technologie, s'il faut juste 10 ans pour que ça se propage et que tout le monde l'utilise de la meilleure des façons, c'est assez dingue. Donc moi, finalement, je suis pas si déçu que ça quand je vois cette stat. Puis après, encore une fois, la diffusion de l'IA, il y a le côté top-down, où c'est les grands projets d'entreprise décidés d'en haut, avec le problème de la planification, de la centralisation. C'est que ça manque un peu de souplesse et que si on se trompe, bah, c'est difficile de corriger le tir. S'il faut avoir les autorisations de tout le monde à tous les niveaux, on voit bien que ça va prendre du temps et le temps qu'on se lance, bah, les technos se sont déjà améliorés. Donc c'est le problème de la diffusion top-down. Mais quand même, elle fait avancer les choses. Puis il y a la diffusion bottom-up, d'en bas, avec chaque employé qui utilise ChatGPT, qui à la limite ne le dit même pas, à la limite se paye son propre compte avec son argent perso sans même demander à se faire rembourser par sa boîte, juste parce qu'il veut pouvoir faire un certain nombre de tâches plus rapidement, et à lui, il n'ose pas forcément être trop transparent auprès de ses collègues sur le fait qu'il l'utilise et ce pourquoi il l'utilise. Et donc cette diffusion en fait bottom-up, elle est tout aussi fascinante. Et d'ailleurs, un indice, c'est le nombre d'utilisateurs de ChatGPT qui se compte maintenant en centaines de millions dans le monde. En France, je crois qu'ils sont passés loin devant beaucoup d'applications de social media en termes de nombre de téléchargements. Donc c'est assez dingue, tu vois. Donc cette diffusion, elle a lieu bien plus vite qu'on ne le croit. Et on ne sait pas trop exactement. Au quotidien, en fait, un employé, il sait exactement lui ce qu'il a à faire et assez vite, il va comprendre là où l'IA peut peut-être l'aider à aller plus vite. Et à tous les niveaux, parce que ça peut être vrai dans le public pour les profs, aussi bien pour les élèves qui trichent, mais que pour les profs qui se font aider pour les corrections. C'est vrai aussi même dans le médical, où il y a même des médecins, des témoignages, on en avait déjà parlé, qui utilisent ChatGPT pour se mettre sur la boîte certains diagnostics par rapport à certains symptômes. Alors évidemment, c'est eux qui décident et puis ils vérifient, mais ça peut les aiguiller, leur donner des idées. Donc en fait, tout le monde essaie de voir comment l'utiliser. Sans parler sur le plan privé, pour des besoins en conseil psychologique et autres, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà. Alors ce qui est sûr, c'est que par contre, pour ce qui est d'une stratégie bien maîtrisée, bien structurée d'entreprise, c'est difficile, on ne sait pas encore exactement systématiquement comment l'utiliser au mieux. Donc il y a beaucoup d'essais, il y a des échecs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent, puis à la limite ils arrêtent, mais pour mieux recommencer avec les toutes dernières technos, puis maintenant peut-être qu'ils ont réussi à embaucher les bonnes personnes, tu vois. Donc tout ça est très mouvant, très évolutif. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien voir, c'est que pareil, quand une technologie se diffuse comme ça, qui est assez révolutionnaire, il y a plusieurs étapes en général. La première, c'est que déjà, on essaie de remplacer ce qu'on fait déjà en utilisant l'IA. Donc, on ne va pas chercher à tout révolutionner. On se dit, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire et que je peux remplacer pièce par pièce par l'IA, tu vois. Donc, ça, c'est la première façon de faire. Tu vois, et c'est pour ça, par exemple, que quand on a commencé à imaginer, je sais pas, en termes de bureautique, informatique en ligne, bah, tu as ton bureau, tu vois, avec la corbeille, la poubelle en bas à droite de ton écran, tu vois. On a voulu reproduire un bureau, tu vois. Donc, de façon assez nette et méchante, on essaie de reproduire ce qu'on faisait déjà, mais avec les nouveaux outils. Après, la deuxième étape, c'est à partir de là, de rajouter des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas possibles avant et qui sont désormais possibles grâce à l'IA, tu vois. Donc, et la troisième étape, c'est celle qui crée le plus de bouleversements. C'est là où on se dit non, on fait table rase. En fait, on a compris qu'avec l'IA, on pouvait faire des choses qu'on ne pouvait vraiment pas faire avant, mais d'un point de vue plus fondamental. Donc, on fait table rase de tout ce qui existait et on se lance sur un tout nouveau concept d'entreprise, voilà, un service qui n'existait même pas, qui n'était pas possible jusque-là, tu vois. Donc, 3 niveaux, vraiment remplacer ce qu'on faisait déjà pour faire mieux, plus vite, moins cher, rajouter des petites fonctionnalités à la marge qui n'étaient pas possibles avant, qui n'étaient pas rentables avant, qu'ils deviennent, et puis sinon proposer quelque chose de complètement nouveau qui n'existait pas avant, proposer une façon de faire complètement nouvelle, tu vois. Mais tout change tellement vite en plus qu'il faut rester hyper actif et à la page, quoi. Alors oui et non, parce que en fait, si des fois tu vas aller trop vite, tu vois, il y en a qui commençaient déjà à recommander de se lancer dans des carrières de prompt engineer et autres, mais on s'aperçoit que tout le jargon dont ils nous ressassaient, avec lequel ils nous saoulaient, et en fait tout ça est devenu obsolète en quelques semaines, en quelques mois. Donc d'un côté, il faut essayer de suivre
effectivement pour comprendre, mais si tu suis avec un tout petit peu de distance, ça peut être pas mal aussi parce que ça t'évite de te brûler les doigts et de vouloir aller trop vite en besogne, de vouloir tout essayer et t'épuiser, sachant qu'en fait, il y a plein de gadgets qui font la une aujourd'hui, en fait, ça se trouve, ils vont être ringardisés après-demain. Donc, tu vois, donc d'un côté, suivre ce qui se passe, oui, pas de trop près. Alors, sauf si c'est ton métier autre, mais tu vois, mais parce qu'en fait, sinon, tu vas te brûler les doigts et c'est bien de voir un peu, laisser se décanter les choses et voir les solutions qui émergent, qui sont plébiscitées. Et là, tu dis, ah, ça marche, voilà, tu sais, c'est la fameuse courbe d'adoption. Si tu es vraiment le geek qui veut tout adopter d'emblée, très bien, mais en général, les premiers prototypes ne sont pas les plus aboutis, donc ça peut être cher, ça c'est pas encore tout à fait au point. Si tu attends quelques mois, bah déjà là, tu vois, tu as des reculs, des retours d'expérience et tu peux choisir de façon plus informée. Donc, tu vois, je recommande à la limite d'attendre un peu parfois avant de se précipiter. Voilà, sauf si c'est une passion et que tu as, le temps, tu vois, mais il peut y avoir du bon d'attendre un peu avant de reculer pour mieux sauter, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Alors, autre anecdote que je voudrais partager sur ce sujet, c'est que on pourrait se dire que l'IA, bah là, il y en a beaucoup qui abandonnent parce que ça tarde à montrer ses effets sur on va dire sur la bottom line, hein, tu vois, en termes de rentabilité et autres. Alors d'ailleurs, c'est une vraie question aussi pour les plus grands labos qui OpenAI, ils perdent de l'argent. Certes, ils ont développé leurs revenus à une vitesse incroyable, mais ils ont des coûts encore plus dingues parce qu'il faut investir dans les data centers, il faut payer les chercheurs très cher, tout ça est très onéreux et donc ça leur demande beaucoup de ressources. Et en fait, si demain OpenAI ne peut plus lever d'argent, ils font faillite parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité pour leur data center. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc il y a un sujet, il va falloir que ça rapporte quelque chose. Pour l'instant, on pourrait se dire que c'est un peu une bulle ou une espèce de pyramide de Ponzi parce que beaucoup de gens veulent essayer, donc ils payent OpenAI. OpenAI, du coup, ils peuvent faire miroiter un certain nombre d'utilisateurs et des revenus, donc ils arrivent à lever de l'argent auprès de grandes fortunes, d'ailleurs dans les pays du Golfe et ailleurs. Mais si au bout d'un moment, effectivement, on s'aperçoit que c'est bien joli, mais c'est du gadget, mais ça ne me permet pas de gagner de l'argent, donc je trouve que l'abonnement est un peu cher et que du coup, les gens ne renouvellent pas leur abonnement, là, la douche peut être très froide et OpenAI pourrait même faire faillite s'ils ne sont plus en mesure de lever. C'est pour ça que OpenAI, c'est Sam Altman, le CEO, c'est un beau parleur, alors il nous raconte de belles histoires et il arrive à convaincre plein d'investisseurs. Pour l'instant, ça fonctionne, mais pour combien de temps, je ne sais pas. Après, Meta, par ailleurs, eux, ils ont le business model de Facebook et Google, c'est pareil, ils ont leur business model avec la vente de publicité qui leur rapporte beaucoup d'argent et eux, ils peuvent se permettre de brûler l'argent. Ils ont de quoi faire. Donc eux, à la limite, ils pourront tenir dans la durée. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment que ça fasse bouger les lignes sur la rentabilité de ces investissements pour les entreprises en bout de chaîne. Ça, c'est certain. Alors, là où je pense que ça va quand même faire bouger les lignes, c'est qu'il y a toutes sortes de signaux. Là, un des signaux que je voyais, c'est que il semblerait que le taux de chômage parmi les jeunes diplômés remonte dans un certain nombre de pays avancés, comme au UK, aux États-Unis. Et une des explications avancées, ce serait le fait que, justement, maintenant, avant de recruter des juniors à gogo, dans un certain nombre de domaines d'ailleurs, que ce soit dans les cabinets d'avocats, que ce soit même en finance, avant de recruter des juniors à gogo, surtout que ce sont des juniors qui coûtent assez cher dans ces disciplines-là, on essaie de bricoler avec l'IA ou alors on demande à un employé de faire le travail de 3 employés il y a 3 ans, grâce à l'IA. Et donc, il semblerait qu'on assiste à une remontée du taux de chômage chez les jeunes diplômés, apparemment. Alors, ce n'est pas encore très clair le lien de cause à effet, mais ce sont des signaux observés. Donc, voilà, rien n'est encore vraiment certain, mais c'est effectivement un sujet à suivre. Ok, écoute, je te remercie pour ces explications. Je t'en prie, Juliette. Hop.